Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'École du Futur. Voici le programme de cette nouvelle émission. On va commencer par une initiative que notre partenaire, le Clémy, a lancée. Vous la connaissez par cœur, la série La famille tout écran a pour objectif de donner des éclairages utiles et des conseils pratiques aussi à tous les parents quant à l'utilisation du numérique au sein de la famille. On découvre un nouvel épisode dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech, c'est Alexandra de Villers qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Alexandra. Bonjour Philippine. Ravie de vous retrouver comme d'habitude. De quoi vous allez nous parler aujourd'hui? Eh bien du choix des spécialités en classe de seconde. Aïe, 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 sacré sujet aussi, ça. Bon, on en parle dans un instant. Et puis, c'est notre grande question du jour. On va parler de confiance, d'expression, de joie et même de neurosciences. Vous allez le voir, mais à travers un prisme un peu différent et original, celui de l'improvisation théâtrale. Mon invitée, comédienne, coach, formatrice, ancienne enseignante, passionnée de communication aussi. Et elle a su transformer l'art de l'impro pour en faire un véritable levier d'épanouissement, autant pour les jeunes que pour les entreprises, les collectivités ou les personnes en reconversion, avec elles on va parler d'éloquence, de timidité aussi, de rire, de harcèlement scolaire, d'ocytocine, de résilience. Tout ça au programme de cette émission. Avec vous, Hélène Farret, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau, on est ravis de vous recevoir. Vous êtes la fondatrice d'Improactif, dont on va parler dans un instant, juste après le focus. Ça s'appelle La famille tout écran et vous savez, leurs contenus sous le ton de l'humour sont aussi importants qu'utiles pour sensibiliser enfants et parents à l'utilisation du numérique au sein de la famille. Le Clémy nous propose donc cette série qui invite à un usage maîtrisé du numérique dont on découvre tout de suite un nouvel épisode. Allez, autre sujet maintenant, notre sujet de l'émission, comment utiliser l'improvisation théâtrale pour aider chacun à mieux communiquer, à gagner en confiance, à s'ouvrir aux autres aussi, sacré sujet. Je vous parlais en introduction de la puissance de l'impro pour révéler des talents parfois bien cachés. On va voir aussi comment cette approche peut transformer nos façons d'enseigner, de travailler ensemble et même d'aborder des sujets sensibles comme le harcèlement scolaire. Et puis il y a bien sûr la question du grand oral dont on va parler dans cette émission avec notre invité tout de suite dans la première partie du talk. Et on en parle avec vous, Hélène Farret. Donc je rappelle que vous êtes la fondatrice d'Improactif. Alors vous intervenez auprès des entreprises, des collectivités et puis des jeunes. Et bien sûr, c'est notre sujet aujourd'hui à l'approche notamment du grand oral du bac. On en a parlé d'ailleurs récemment avec vous, Alexandra, sur ce sujet d'orientation. Une première question pour commencer, j'allais vous demander comment vous est venue l'idée de créer Improactif. Est-ce que vous vous souvenez du déclic? Et est-ce que ce déclic, derrière, votre objectif, c'est bien sûr de le transmettre aux jeunes, notamment, d'être à l'aise à prendre la parole, parce que c'est pas ce qu'on apprend à l'école aujourd'hui. Pas assez. Pas assez, bah oui. Pas assez. Oui, alors pour moi, le déclic, il y a eu 2-3 déclics. Un premier déclic qui s'est passé pas très loin de vos studios, là où j'enseignais avant. Et j'étais enseignante spécialisée à ce moment-là avec des Ulysses. D'accord. Et donc j'avais pas mal d'heures de théâtre dans mes heures d'enseignement, alors que je suis prof d'histoire géo à la base. Et j'ai découvert, il y a une quinzaine d'années, l'improvisation théâtrale. Et je me suis dit, waouh, génial, je vais leur faire ça plutôt que de leur faire du théâtre à texte. Et en fait, sur scène, un soir, j'ai un papa qui est venu me voir en me disant, merci, j'ai pas vu le handicap de mon fils ce soir pour la première fois de ma vie. Ouais. Et là, j'ai fait, pouah. C'est la meilleure des récompenses. C'était vraiment juste dingue. Ouais. Et puis tous les outils qu'on travaillait avec des personnes trisomiques, porteuses d'handicap cognitif lourd. Bien sûr, la confiance en soi, la posture, l'écoute, la construction. Même juste le lien de causalité entre un début et fin, qu'est-ce qui se passe de manière... Oui, puis construire, j'imagine, un discours... Exactement. Pas facile... Donc, je me suis dit, l'outil est dingue. Il marche hyper bien avec ses publics. Ouais. Si ça marche là, ça doit marcher partout. Partout. Et en parallèle, j'ai commencé à travailler avec des entreprises. Et pareil, je me suis dit, je suis sortie de l'atelier en me disant, waouh, ok. Bon. C'est la recette magique, justement, pour les mettre à l'aise. Parce que c'est vrai que là, on arrive dans une période aussi pour ces jeunes où le grand oral du bac arrive à grands pas. Et vous utilisez à la fois le théâtre, vous en avez parlé, le coaching, la psychologie, une vraie pédagogie aussi, et puis une méthode, oui et.
c'est ça. Son nom intrigue. Expliquez-nous comment concrètement, pour les jeunes justement qui nous regardent, leurs parents et peut-être leurs enseignants, comment vous vous y prenez justement? Quelles clés vous leur donnez aujourd'hui pour être à l'aise et puis pour construire un discours, parce que c'est ce qu'il leur a demandé dans cette épreuve, qui fait sens et qu'ils puissent aussi retenir tout en étant à l'aise? Alors les clés, c'est compliqué d'en parler là sur un plateau parce que les clés, c'est justement passer par le corps, passer par l'expérimentation et petit à petit intégrer des réflexes, mais on ne va pas arriver en disant il n'y a qu'à Faucon, tu dois faire ci, tu dois faire ça. C'est-à-dire que c'est personnalisé. C'est absolument, en fait, c'est personnalisé. Et pourtant, ce sont que du groupe, des ateliers de groupe. Mais ce qui est important, c'est on a une pédagogie qui est très progressive, donc qui va mettre, c'est une pédagogie des forces, qui va mettre les jeunes en confiance en disant bah oui, marcher dans un espace, dans une classe, je sais faire, dire bonjour à un copain, je sais faire, et petit à petit, comme ça, on va se rendre compte qu'on est capable de tenir un discours, de regarder son auditoire, de sourire, d'être impactant. Ouais. Mais tout ça est arrivé de manière progressive, et par le corps et par le jeu. Parce qu'on rigole beaucoup aussi. J'imagine que ça change tout aussi, ça met forcément à l'aise. Ça met à l'aise, et puis ça permet de dédramatiser des choses qui font peur. La peur de parler en public, c'est la première peur avant de mourir. Je sais. C'est juste complètement dingue. C'est juste complètement... C'est vrai, tu prends les études, même sur LinkedIn, les professionnels, c'est pas que juste les jeunes, quoi. C'est la peur de parler en public. Ça n'a pas de sens. Et on en a peur. Alors c'est intéressant justement, parce que j'imagine qu'on en a peur et que ces gens-là en ont peur, parce qu'en fait, on n'y est pas du tout habitué, on n'y est pas formé à l'école. Mais c'est qu'on est petit. Absolument. En fait, c'est le truc trop bizarre. Moi, je viens d'un cursus hyper classique, Sorbonne, CAPES d'histoire. J'avais des premières, des terminales. On apprenait pendant des heures à faire des dissertations, à répondre aux sujets. Voilà, l'écrit, quoi. Ouais. La toute-puissance de l'écrit. En France, c'est très bien. Moi, j'adore l'écrit, j'adore l'exigence de la pensée, la structure de la pensée, etc. Et donc, l'oral. L'oral est dans les examens, l'oral est dans la vie professionnelle, bien sûr. La vie professionnelle, l'oral, c'est soit tu l'as pas. Si tu l'as pas, tant pis pour toi. Sacré sujet, Alexandra. Évidemment, c'est essentiel. Les élèves de terminale, en ce moment, ils passent leurs entretiens de motivation pour rentrer dans les écoles. On leur a jamais appris à parler d'eux. C'est vraiment, ça manque énormément dans le système scolaire. C'est pour ça que nos activités se développent, parce que... Bien sûr. Il faut parler de soi, il faut parler tout court. Et puis il faut improviser, parce que le jury pose des questions auxquelles on n'est pas préparé. Si d'un seul coup on perd nos moyens, on ne peut pas répondre parce que « Ah non, je n'avais pas préparé cette question ». Ouais. Donc il y a vraiment le rôle de l'impro qui est essentiel. Oui, et puis dans l'improvisation, on entend comme si on était là, qu'on allait improviser n'importe quoi, et qu'il y a parfois des idées reçues. Voilà, des idées reçues. Des idées reçues, une image un peu de c'est pas préparé, c'est pas vraiment professionnel, ou c'est pas vraiment qualitatif, etc. Nous, on parle bien des outils de l'improvisation théâtrale. On n'est pas là pour faire des spectacles et rendre comédiens, on s'en fiche, c'est pas l'idée. Ouais. Mais par contre, il y a un outil de l'impro, et effectivement, j'ai créé une méthode, mais c'est une méthode hyper rigoureuse, hyper précise, parce que, justement, comme un bon écrit doit être rigoureux, précis, répondre au sujet. Voilà, c'est pareil pour un oral. Ouais. C'est pareil. Et c'est énormément de méthodes qui n'est pas transmise et qui, pour moi, en plus... Alors, un proactif, c'est ma société, on est société à mission, parce que pour moi, cette différence d'éducation avec l'oralité, c'est vecteur d'inégalité de chance d'une manière hyper importante. Vous en parlez d'ailleurs régulièrement, effectivement, dans vos prises de parole, sur votre site internet aussi. C'est vrai que vous accompagnez d'ailleurs des collégiens, je crois, dans des concours d'éloquence. Est-ce qu'aujourd'hui, cette inégalité, vous la voyez dès le départ, au premier cours, quelque part, j'imagine? En fait, vous me demandiez les déclics qui ont fait que j'ai commencé à prendre cette voie-là. J'avais donc des élèves à Neuilly-sur-Seine, en lycée général, qu'on tirait en première aile, et qui étaient des brillants et puis des moins brillants, normal. Et puis j'ai commencé à faire, donc là j'étais vraiment prof d'histoire géo à ce moment-là, et j'ai commencé à faire aussi de l'éloquence en lycée professionnel. Donc outre
la réalité socio-professionnelle de ces élèves, tous les jeunes issus de l'immigration d'un côté qui se préparaient, et il n'y a pas de saut métier, mais qui se préparaient concrètement à nettoyer les chiottes dans les EHPAD, versus mes petits bourgeois, élèves ultra favorisés qui étaient dans les lycées professionnels, et des gamins des deux côtés qui étaient super intelligents, parce qu'en impro, on voit... l'intelligence humaine, la réactivité, la capacité de construire, etc. On voit très très vite. Il n'y a pas d'histoire de culture là-dessus. Si on rajoute de la culture, c'est magnifique évidemment. Mais... Et donc, j'ai trouvé ça d'une injustice folle en fait. Vraiment. Et je me suis dit, mais... Et donc hier, j'ai animé toute la journée dans la salle du congrès du château de Versailles un concours d'éloquence avec 24 classes des lycées de partout de l'Île-de-France. Donc 500 jeunes. Des jeunes des quartiers prioritaires de la ville, des jeunes... Et on va pas avoir... Il y a eu des choses magnifiques. Les profs qui ont fait un travail fantastique, mes coachs qui ont fait un travail fantastique toute l'année pour les former. Mais il y a quand même toujours cette inégalité qui est pas tentée, quoi. L'objectif, c'est que l'éloquence peut-être mette à terre ces inégalités. Vous allez continuer à nous en parler dans un instant. D'abord, on fait juste un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau. Allez, c'est la fin du Zaptec et on est évidemment de retour ici sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de notre invitée, Hélène Farret. On va reprendre nos discussions dans un instant. Hélène, d'abord on laisse place à la chronique d'Alexandra qui a une idée derrière la tech. Encore un sacré sujet après le grand oral, l'improvisation, la capacité à bien se présenter et à parler. Un autre sujet, choisir ses spécialités pour la classe de première. Et oui, Philippine, c'est en ce moment exactement. Les lycéens, les élèves de seconde sont stressés puisque aujourd'hui, depuis la réforme du bac, on choisit ces 3 spécialités en fin de seconde. Et c'est absolument fondamental pour la suite. Quelles sont les spécialités qui sont proposées aux lycéens ? Alors,
il y en a à peu près une bonne dizaine. Déjà des spécialités scientifiques, on va dire assez classiques, comme les maths, la physique-chimie, les SVT, et puis aussi des spécialités un peu plus originales, comme par exemple NSI, c'est-à-dire informatique, et puis SI, c'est-à-dire sciences de l'ingénieur. Ça, avant, ça n'existait pas, donc c'est un peu la nouveauté de cette réforme. Après, des spécialités de sciences humaines, alors sciences économiques et sociales, assez classiques. Et puis une nouvelle spécialité qui attire énormément de lycéens, c'est HGGSP. Les parents détestent ce sigle, ils ne savent pas comment le dire. Je rigole toujours. Donc histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques. Et puis il y a aussi les langues. On peut faire par exemple LLCE, c'est de l'anglais littéraire ou une autre langue. Et AMC, aujourd'hui, il y a aussi ça, anglais monde contemporain. Donc ça, c'est quand vraiment on adore ça. Et puis HLP, humanité, littéraire et philosophie. Donc dès la classe de première, on peut faire de la philo maintenant. Sympa. C'est sympa quand on est un bon littéraire. Bah, oui. Et puis on a les spécialités sportives et artistiques, donc art, avec plein d'options. On ne va pas tout dire, ça nous prendrait trop de temps. Et sport, quand on est très sportif et qu'éventuellement on veut faire une carrière, eh bien ça peut être intéressant. Bon, il y a plein de choses qui sont proposées de ce que je comprends aux lycéens. Est-ce que leur choix, il est complètement libre ou est-ce qu'il y a des combinaisons qui peuvent être imposées? Les deux, Philippine, ça dépend des lycées. Il y a des lycées qui ont vraiment choisi de jouer le jeu de la réforme. J'avoue que j'aime bien. Ouais. C'est-à-dire que les lycéens peuvent à peu près prendre ce qu'ils veulent, même des combinaisons qui parfois semblent très bizarres. Pourquoi pas? Ouais. Et puis il y a des lycées qui sont restés un peu accrochés aux anciennes filières, qui proposent des triplettes. Bon, c'est un peu dommage, à mon avis, mais voilà. Donc, ça aussi, ça peut être intéressant de se renseigner avant de rentrer dans un lycée. Là aussi, est-ce que le choix des spécialités, il est déterminant pour la suite des études du lycéen? Et oui, bien sûr, c'est déterminant pour le lycéen. Et c'est bien ça le problème, et c'est bien ça qui génère beaucoup de stress. C'est que les élèves de seconde, qui sont quand même très jeunes, quand ils démarrent en seconde, ils ont 14 ans, et puis ils peuvent avoir 15 ans quand ils finissent, eh bien, il faut qu'ils décident des spécialités qu'ils vont suivre en première et en terminale et qui seront absolument déterminantes pour la suite. Parfois, certains établissements demandent qu'en décembre, le jeune se positionne, en décembre de l'année de seconde. Donc oui, c'est beaucoup de stress. Par exemple, un jeune qui n'aurait pas pris physique et SVT et qui d'un seul coup en première se dit « Tiens, j'ai envie d'être médecin ou veto », ah ben non, tu vas pas pouvoir. Un jeune qui n'aurait pas pris les maths, parce que les maths c'est pas facile pour lui, et finalement il se rend compte que waouh, il veut faire une carrière scientifique ou une carrière commerciale éco, il peut pas. Donc oui, c'est un vrai enjeu, c'est pour ça que c'est très anxiogène pour eux et pour les familles. Alors la question que tout le monde se pose, Alexandra, comment faut-il choisir ses spécialités? Alors, moi je leur dis toujours, il y a 3 questions à se poser. Et puis il faut faire un petit arbitrage entre tout ça. Évidemment, déjà, et c'est là le vrai problème, qu'est-ce que tu vas faire après le bac? Évidemment, 80% ne sait pas et ça semble normal. Mais c'est intéressant d'essayer de se projeter un petit peu parce que le choix des spé va être déterminant. Et puis, il n'y a pas que ça, il y a aussi qu'est-ce que tu aimes faire. Il faut quand même un petit peu s'amuser. Il faut savoir que ça va être 4 heures de spécialité en première, par matière, quoi, et 6 heures en terminale. Donc si on prend une matière qu'on déteste, on va un petit peu souffrir. C'est sûr. Et puis bien sûr, dans quoi tu es bon, parce qu'il faut avoir un beau dossier scolaire pour gagner des places sur Parcoursup. Donc vous voyez, c'est ces 3 questions qui sont essentielles. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu aimes? Et dans quoi tu es bon? Est-ce que vous rencontrez des élèves complètement perdus? Complètement perdus, évidemment. Je rencontre beaucoup d'élèves de seconde maintenant, alors qu'auparavant, j'en avais pas du tout. Je travaillais l'orientation en première. Maintenant, c'est 1 an plus tôt. Les familles viennent me voir parce que le jeune ne sait pas quoi faire, il ne sait pas quoi choisir comme spécialité. Et donc, on met en place tout un travail maintenant dès la seconde. Et malheureusement, il manque souvent de maturité. C'est ce que j'allais vous dire. Mais oui, c'est pas facile. Pas évident de prendre des choix, de faire des choix à cet âge-là, effectivement. Est-ce qu'il y a malgré tout des ressources qui peuvent les aider? Oui, évidemment. Moi, je leur dis déjà, va voir sur Parcoursup. Vous le savez, Philippine, Parcoursup est mon meilleur ami, je l'adore. Je le dis tout le temps. Va sur Parcoursup, regarde les filières, regarde les formations. Il y a toujours écrit les spécialités qu'on peut prendre. Et petite nouveauté 2025, il y a même un onglet dans lequel on peut aller voir les spécialités des jeunes qui ont été recrutés. C'est absolument génial. Il y a un autre site super qui s'appelle Horizon 21 qui permet de tester les combinaisons. J'ai envie de faire telles études, quelle spé je dois prendre? Vous voyez, on coche et hop, ça nous donne une combinaison pas mal. Voilà, grosso modo, déjà on peut travailler avec ça. C'est déjà pas mal. Bon, l'orientation se construit sur le long terme, ça c'est sûr. Évidemment, c'est la conclusion de cette chronique. Je dis tout le temps ça, l'orientation, ça se prépare pas au mois de novembre de l'année de terminale, ça se pense très en amont, dès la classe de seconde. On peut même commencer à se projeter en fin de 3e. Alors on est tout jeune, mais vous voyez, moi maintenant, aujourd'hui, je fais des conférences dans les lycées, dans les collèges, en fin de classe de 3e, en disant aux élèves,
regarder ce qu'il va falloir construire tout au long du lycée. Et quand on prend de l'avance, on est mieux préparé. Ce que j'allais vous dire, il n'est jamais trop tôt pour se poser ces questions-là. Entre ça, l'improvisation, le grand oral, dis donc, sacrée émission. Bon, on continue justement, là c'est la deuxième partie du talk. Bah oui, sacré sujet, évidemment. Et en plus, c'est la période Parcoursup. Vous êtes là régulièrement, Alexandra, évidemment, pour nous en parler. Et puis, le grand oral, donc, qui arrive à grands pas. On parlait justement parfois des blocages du stress avec vous, Alexandra, que peuvent rencontrer les jeunes dans leur orientation. Et quelque part, on peut juste totalement les comprendre. Il y a un autre stress, évidemment, celui, vous en parliez avant même, la peur de mourir, le stress de parler en public. Est-ce que vous rencontrez des blocages aussi de la part des adolescents qui, alors peut-être une peur de prendre la parole ou une peur... Il vient d'où ce blocage quand vous les rencontrez? Est-ce que c'est une peur de prendre la parole? Est-ce que c'est une peur d'être jugé? Ce qu'on pourrait comprendre aussi. Une peur de perdre ses mots et de perdre le fil de sa pensée? Vous avez 4 heures. C'est parfait, parce que je peux répondre ça en 4 heures. Justement, j'essaye de faire court. Parce que vous me disiez en préparant cette émission qu'il y a aussi vous voyez qu'il y avait des inégalités sociales, bien sûr, vous en avez parlé, mais aussi de genre. C'est plus difficile pour les jeunes filles. Justement. En fait, je pense que cette peur... Alors, bien sûr qu'il y a la peur d'être jugé, la peur de ne pas être parfait... et puis on ne nous a pas habitués, tout simplement. Je veux dire, on nous a fait faire un peu des poésies. Donc en plus, on l'apprenait par cœur, les textes de quelqu'un d'autre. On a fait très peu de présentations orales, un petit peu d'exposés, un peu, mais quasiment rien par rapport à l'ampleur de l'écrit. Donc encore une fois, c'est comme si on avait dit « Hey, sois bon dans un exercice qui demande, franchement, selon moi, le même niveau de travail et de préparation que l'écrit. » Donc il y a ce truc-là d'un coup et les gens sont... Et en France, on est dans une exigence de perfection. Quand on fait une copie, on enlève des points. C'est un mindset un peu bizarre, hein, d'enlever des points, quoi, et de les mettre en rouge. De dire, OK, tout ce qui a été réussi, ça donne pas du tout la même confiance en soi que d'appuyer sur les forces ou d'appuyer sur les manques dans la pédagogie. Et donc, bon, il y a tout ça qui nous a formés. Et ensuite, pour les inégalités de genre, il y a quand même encore ce truc de la petite fille, la fille a cet idéal de perfection, d'être sage, de ne pas faire de bruit, non. Et puis, quand on est une femme et qu'on parle un peu fort et tout, on est un petit peu hystérique ou un peu... Donc, il y a un peu ce truc-là. Donc, la peur... Moi, je pense que c'est aussi la peur de prendre sa place, vraiment, d'assumer ce qu'on est. Et puis, l'école française n'appelle pas du tout à ce que les jeunes s'expriment. Alors justement, j'allais vous demander si vous avez les clés de l'éducation nationale ou si vous aviez la ministre de l'éducation nationale devant vous. Qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous prendriez comme mesure au pétard? Je ne sais pas, il y a beaucoup de choses. Est-ce que ça passerait selon vous par des cours de théâtre obligatoires toutes les semaines? Absolument. Ça, c'est clair et net. Absolument. Dans la formation... initiale des enseignants. Déjà, je pense que dans la posture de l'enseignant, dans la gestion de classe, dans la valorisation des jeunes, tout ça déjà, c'est vraiment quelque chose que je pense qui devrait être obligatoire. Je pense que avant les jeunes, il y a vraiment les enseignants. Nous, on intervient beaucoup auprès des enseignants. Moi, je forme tous les enseignants à l'Université de Genève, parce que les Suisses, bizarrement, ont moins d'ego par rapport à ça. C'est quand même, ça fait mal. Ça fait mal. Enfin, moi, personnellement, je suis prof à la base en France. Ça me fait mal au cœur de me dire, à Genève, il n'y a pas de souci. Donc, formation initiale, formation continue des enseignants. Et formation des enseignants pour qu'ils puissent délivrer ces méthodes-là. Parce qu'il n'y a pas tellement de raisons que ce soit des théâtreux qui aillent partout dans les écoles. Moi, je n'ai pas vocation à envoyer des coachs partout. C'est quand même dommage. Les enseignants sont les premiers orateurs, les premiers à devoir intéresser leur public, qu'ils s'en rendent compte ou pas, qu'ils ont cette responsabilité, ça c'est autre chose. Mais donc on pourrait juste simplement dire non, mais maintenant t'as pas le choix, ça tu vas l'enseigner, et voilà, on te donne tels outils, tels critères de réussite, et tu l'apprends et tu l'enseignes, c'est tout, c'est ton job en fait.
Pour revenir, effectivement, et tout ce que vous dites est très intéressant, à la préparation du grand oral, qui est le sujet de notre émission aujourd'hui, vous évoquez souvent le rôle des hormones, et notamment de l'ocytocine ou des endorphines. Est-ce que vous voulez bien nous en dire un petit peu plus pour justement les jeunes qui préparent leur grand oral peut-être en ce moment et qui se... Parce qu'une fois qu'on est à l'aise, j'imagine, ces endorphines, cette ocytocine, elle crée quelque chose qui fait que quelque part, on a envie de continuer à prendre la parole et que tout ça, cet exercice qui fait peur à la base est beaucoup plus facile. Ouais. En fait, c'est pareil, c'est un mindset général. On a pensé que notre intellect était la chose qui gouvernait, comme si notre cerveau gouvernait vaguement un outil qui est notre corps, qui répond plus ou moins, voilà. Et toute notre scolarité et beaucoup de notre vie professionnelle est pensée comme ça. Et ça n'a pas de sens. Nous sommes une entièreté, un corps. Ouais. Et donc, comment on prépare les jeunes, c'est qu'ils se rendent compte concrètement, par l'expérience, par leur position corporelle, qu'on va envoyer des signaux différents à notre cerveau. Si on est là, avant un entretien, un oral, etc., bloqué, avec son téléphone comme ça, parce que c'est ce qu'on fait tous, on envoie, qu'est-ce qu'on envoie à notre cerveau? C'est je me cache, je protège mes, fonctions vitales, ouais. Et j'envoie donc un truc de repli, etc. Si on envoie, au contraire, je pose mon téléphone, je lâche mon cerveau, je m'installe, je décroise mes jambes, je décroise mes bras, j'inspire profondément, je ne vais peut-être pas vous le faire là, mais voilà, il y a des outils qui sont hyper efficaces et même, on leur dit, n'hésitez pas à aller aux toilettes, enfermez-vous, mettez-vous un peu en power pose. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un truc magique. D'ailleurs, il y a des études qui contredisent ce truc de power pose et tout. Même sans rentrer dans ces questionnements-là, c'est quand même envoyer au cerveau que ok, ça va, je suis là, ça va, et je vais mobiliser l'ensemble de mon corps. Et au-delà de ça, j'allais vous dire, et ce sera peut-être ma dernière question, quand on fait tout ce que vous venez de nous dire avec ces conseils précieux, je pense, pour les jeunes qui nous regardent, au-delà d'envoyer ces messages à nos cerveaux, le message qui est envoyé derrière au public et donc aux examinateurs, au jury. L'entrée dans la salle, moi je leur dis toujours, soigne l'entrée dans la salle, c'est essentiel. Ouais, ça change tout. Et c'est le principe de la communication non verbale. Exactement. Et là, on pourrait aussi en parler pendant des heures. Et vous reviendrez pour nous en parler. Merci infiniment encore à vous, Hélène Farret. Je rappelle que vous êtes la fondatrice d'Improactif, évidemment. On vous souhaite bon courage aussi à tous les jeunes qui nous regardent, qui nous écoutent pour cette épreuve du grand oral. Merci aussi à vous, Alexandra, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Là aussi, sacré conseil pour la préparation de ces prochains mois avec Parcoursup. Merci à vous de nous avoir suivis, bien sûr. Et puis nous, comme tous les jours, on se retrouve dès demain à 12h30, toujours dans l'École du Futur sur School TV. Et d'ici là, passez une très très belle journée. Ciao.